Il existe en France des territoires qui semblent cultiver la discrétion. La Haute-Marne en fait assurément partie. Dans cet épisode, Éric Crézel nous parle de ce territoire méconnu. Maire de Ceffonds, une commune haut-marnaise de 650 habitants, il décrit le lien privilégié avec les habitants que lui permet sa fonction. Adepte du discours cash qui fait, paraît-il, la réputation des maires ruraux, Éric ne mâche pas ses mots pour dénoncer les intermédiaires dont l'influence ou les décisions vont à l'encontre de ce dont la société aurait besoin. Éric milite pour que les acteurs locaux dont les maires ruraux font partie reprennent la main sur le destin de leur territoire et en particulier sur les actions à mener pour faciliter la vie des personnes qui s'y installent. Fervent connaisseur et défenseur de la vie dans le monde rural, il met des mots simples et doux derrière ce qu'il appelle la qualité de vie dans un village. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Laisse Béton et bonne écoute. Bonjour Éric. Bonjour Amélie. Merci de me recevoir. Nous sommes à la mairie de Ceffonds, en Haute-Marne. Tout à fait. Je me disais en traversant votre belle contrée que la Haute-Marne était un territoire vraiment méconnu et très discret. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Oui, je dirais presque hélas. Donc effectivement, il est trop discret et donc est assez méconnu. Et il est vrai que on est un certain nombre, y compris d'ailleurs les organismes institutionnels comme les offices de tourisme ou le conseil départemental, à mettre beaucoup d'énergie, mais c'est vrai que c'est pas facile de se faire repérer. Et en fait, notre meilleur créneau, à mon avis, est le fait que les gens viennent en Haute-Marne, et donc c'est pour ça que je pense qu'il faudrait encore, c'est déjà fait, mais je pense qu'il faudrait encore plus appuyer les sites ou manifestations comme le Festival international de photo animalière, appuyer ces manifestations pour que les gens viennent. Et c'est vrai que quand ils repartent, ils n'ont pas du tout la même opinion, et donc et la plupart du temps, ce que nous dit l'office de tourisme du lac du Der, que quelqu'un qui est venu au festival revient. Parlez-moi de ce festival, parce que vous me disiez que c'était un énorme truc en fait, méconnu lui aussi, enfin méconnu de moi en tout cas. Oui, le Festival international de photo animalière, il est né en fait d'une réaction d'un photographe local qui s'est dit mais moi, si je photographie un renard, une grue ou tout simplement le lac du Der qui est magnifique, plus grand lac artificiel d'Europe à un moment, je ne sais pas si c'est toujours le cas, et donc mais si je fais un concours de photo internationale, s'il y a par exemple quelqu'un qui est un enfant dans les bras de sa mère dans un pays excentré où il y a la misère, ma photo ne passera jamais, elle sera jamais classée et je serai jamais retenu. Et donc du coup c'est pas la question de la photo, c'est la question du sujet. Et donc il faudrait qu'il y ait un lieu ou un deuxième lieu, puisqu'il existait le concours international de la BBC à Londres. Et donc il faudrait qu'il y ait un deuxième lieu pour qu'on puisse concourir en tant que photographe et montrer nos photos, et avec le double effet qui se coule sur le fait de protection de la nature. La nature, c'est merveilleux, il faut la préserver, et donc on vous la montre en photo, mais préservez-la. Suite à cette réaction-là, donc les deux créateurs du festival se sont dit on va faire une première exposition, donc avec l'expo de la BBC pour alerter, et on verra ce qui se passe. Donc ils ont organisé un salon de photos en 1996. Ils attendaient 200 personnes et je crois qu'il y en a eu 1000 qui sont venus. Et dès l'année d'après, donc l'idée du festival a germé sur 3 jours, et donc avec des expositions de photos de nature et animaux. Et donc dès le départ, on a eu un succès fou entre guillemets. Donc avec donc dans les premières années, on est passé de 2000 à 4000, 8000, 16000 en 4-5 ans. On doublait chaque année le nombre de visiteurs pour arriver maintenant à une espèce de, disons, de plafond de 40 et quelques mille, puisque les hébergements sur 50 km à la ronde sont tous complets sur cette période-là. Et, on est quand même extrêmement fiers de notre succès, et avec donc je parlais du concours international, les photos viennent du monde entier. D'accord. Vous êtes maire de Ceffonds. Ceffonds, c'est quoi, 600 habitants, un peu plus? Oui, peut-être 650 habitants. 650 habitants. Depuis 2014, je crois, oui. Vous êtes maire. Est-ce que vous pourriez me décrire en quoi ça consiste, votre rôle de maire? Peut-être au préalable, ce dont j'ai envie de parler, c'est la composition de la commune.
La commune, donc, il y a un village, on va dire, de base, donc accolé au centre-bourg de Montier-en-Der, donc qui fait 500 habitants, mais qui est déjà constitué de 4 entités. Le centre du village et 3 hameaux. D'accord. Et les hameaux, c'est très important dans le monde rural. Bon, il y a des endroits où c'est valable en Bretagne ou ailleurs, mais c'est très important cette structuration. Donc déjà, ce premier village a une entité, 3 hameaux. Et il y a 2 autres villages qui sont associés, donc Anglu, Sauvage-Magny. Et donc, ce qui fait que il y a 6 entités, 3 églises, 3 cimetières, 3 rues principales, on va dire. Et donc, pour les gens qui habitent loin, ou ce qu'on va appeler les décideurs, disons un peu excentrés, qu'on met souvent comme parisiens, donc n'ont aucune idée de ça. 600 habitants, pour eux, c'est un pâté de maison. Et ils se disent pas que, par exemple, sur les questions de dotation, un village de 600 habitants, comme il a 3 églises, il y a des frais colossaux d'entretien, tout simplement, des bâtiments publics. Et donc c'est important pour ce sujet-là, et pour un autre aussi, qui est que au niveau de la gestion de l'espace agricole, par exemple, donc le fait d'être réparti sur un certain nombre d'entités, voilà, ça aussi, ça permet de disperser les acteurs, on va dire, sur la commune, et donc avoir un peu la gestion d'un périmètre assez grand, en fait, en termes de commune. D'accord. Ou un village comme le mien, par exemple, est plus grand que certaines villes. Oui, probablement. Ouais. Donc c'est votre rôle de maire, il est largement imprégné de ça, de cette étendue et de cette problématique que vous venez de décrire de différents hameaux, c'est ça? Oui, donc il y a cette première question des différents sites où il faut s'occuper de tout le monde et vérifier que, puisque le rôle du maire, pour moi, c'est l'égalité entre les citoyens. C'est-à-dire que le citoyen qui habite à 10 mètres de la mairie doit être traité de la même façon que celui qui est le plus excentré à 10 kilomètres. Ouais. Et donc, je pense que le rôle du maire, c'est surtout ça. C'est essayer d'être équitable par rapport à tous les habitants et d'essayer de vérifier que, en termes de services et d'accès, les gens puissent avoir tous la même considération, et ce qui est pas forcément facile, puisque effectivement il y a des routes plus anciennes, il y a des ruelles, etc. Donc c'est un petit peu compliqué disons, je parle de la gestion quotidienne, parce qu'il y a d'autres enjeux plus complexes, on va dire. D'accord. Vous voulez bien me raconter comment vous êtes devenu maire? Qu'est-ce qui vous a amené à ça? J'aimerais bien faire une boucle, en fait, par rapport à ce dont on parlera ensuite, qui est la question de l'Association nationale des maires ruraux de France. En septembre 2021, on a fait un congrès, donc dont le thème était la femme, la commune, la République. Et donc, je me suis impliqué dans la table ronde, puisque en réaction déjà, puisque c'était essentiellement des femmes ou quasiment que des femmes qui étaient invitées à participer au groupe de travail. Donc voilà, j'ai réagi par rapport à ça, et donc me suis impliqué dans le groupe qui a préparé cette table ronde, et donc l'intervention qui a suivi. Et en fait, un des sujets qui a été abordé, c'est comment les femmes arrivent dans les conseils municipaux des communes. D'accord. Et en fait, la plupart, à aucun moment n'avaient pensé être élues. Toutes celles que j'ai entendues dans le cadre de la préparation, je sais pas, il y avait 40 ou 50 collègues qui étaient là, dans le groupe de travail, et donc qui disaient qu'en fait c'est quelqu'un qui leur a proposé. Quelqu'un leur a dit, mais voilà, tu t'occupes, je sais pas, de la coopérative scolaire, de tel club associatif, gymnastique, foot ou autre, pompier. C'est arrivé comme ça. Et en fait, je me suis dit que c'était vrai par rapport à ce qui venait d'être dit, mais c'est aussi vrai pour moi. D'accord. Et pour un certain nombre d'autres élus en général. Ouais. C'est-à-dire, en fait, au bout du compte, à un moment, c'est les autres qui déterminent si oui ou non on va être élu ou pas, pour moi. Et je pense que beaucoup de collègues, c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais justement au Festival international de photo animalière dont j'ai parlé précédemment. Et donc, une des membres du bureau me dit, mais le maire de ces fonds, arrête. Je vais reprendre le conseil, et j'aimerais bien que tu y sois pour faire ça. Donc, je dis, écoute, moi, je fais beaucoup d'activités associatives déjà. Je veux bien être conseiller municipal.
mais par contre me mettre le dernier sur la liste. Je filerai le coup de main administratif, etc. etc. Bon, 2 mois plus tard, j'étais premier adjoint. C'était réussi, donc. C'était en 2008, donc je sais pas si l'échec était réussi, on va dire. Ouais. Et donc résultat des courses, en fait c'est elle qui m'a demandé en fait. Sinon moi, aucun moment j'étais rentré, même si je connais très bien la sphère politique pour d'autres raisons professionnelles, mais je n'avais pas spécialement brigué quoi que ce soit par rapport à ces questions-là. Et donc voilà, je suis arrivé comme ça. On m'a demandé, et puis je suis arrivé. Et après, naturellement, donc en 2014, elle-même arrêtant, voilà, j'ai poursuivi. Qu'est-ce que vous préférez dans ce rôle de maire ? En fait, ce que je préfère, moi, c'est le lien avec les habitants. Si on n'aime pas les gens et qu'on les considère pas, il faut pas faire ça en fait. Donc je sais qu'il y a quelques-uns qui font quand même pour leur notoriété personnelle, c'est quand même hyper valorisant d'être maire. On est reçu à la préfecture, etc., etc. Donc voilà, c'est valorisant. Ceci dit, moi je pense que je suis plus valorisé quand on rencontre les gens et que on fait aboutir quelque chose. Comme un parc de jeux qu'on pourra aller voir après, donc voilà, qu'on a fait en face école, des petits sujets et qui finalement voilà plaisent aux gens, à la fois aux habitants du village et d'ailleurs aux extérieurs, puisque tous les gens qui viennent à la boulangerie s'arrêtent aussi au parc de jeux alors qu'ils sont pas forcément du village, mais voilà, je pense que c'est bien écouter les gens et puis essayer de régler un certain nombre de situations. Pour moi, c'est vraiment le plus important par rapport à la fonction. Et une que j'aime particulièrement, c'est la question des mariages. Dans les villages, on fait, nous, peut-être 2, certaines communes, c'est 1 ou 0 par an, mais c'est toujours un moment très, très important. Et je trouve que là, du coup, ça met vraiment le rôle de maire, justement, par rapport à ceux qui ont un ego surdimensionné. Là, quand on fait un mariage, en fait, tout le monde s'en fiche du maire. En fait, on lit un papier, les gens en face sont heureux, ils sont au milieu de leur famille et leurs amis. Et nous, on est vraiment que l'institution qui signe un papier. Et je trouve que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça le rôle de maire. C'est-à-dire qu'en fait, au bout du compte, on est un maillon dans une chaîne. Disons, on fait partie des institutions françaises, donc c'est très très important. Et à la fois, ça l'est très peu, puisque au mariage, voilà, les mariés partent, etc. Ça dure quelques minutes, et on a apporté un symbole de bonheur, etc. Alors que voilà, on est quelqu'un de. Moi, j'aime particulièrement ces cérémonies qui sont vraiment un peu l'image que j'ai du maire. De voilà, on a une responsabilité administrative et de gestion, mais finalement c'est que ça. Il faut pas aller au-delà, et que les gens, après, voilà, ils vivent leur vie et au mieux si on peut dans la commune. Mais ils se souviendront toujours de vous. C'est possible. C'est possible. Probablement. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier qui vous revient ? Est-ce qu'il y a, je sais pas, durant vos presque 8 ans de mandat, est-ce qu'il y a un événement particulier, ou même un moment, même un truc anodin qui vous revient là en mémoire et à l'issue duquel vous vous êtes dit c'est vraiment pour ça que je m'engage en fait? Je pense que non. Je pense que il y a un certain nombre de moments, mais je pense que c'est plusieurs choses qui font qu'on a envie de rester dans la fonction, et la fonction de relation de personne, elle est très très importante, mais elle est aussi très usante. Et il faut quand même se dire que pour un mariage, on a au moins 10 conflits de voisinage. Donc c'est quand même des choses extrêmement lourdes. Et donc moi je pense que c'est plus un ensemble de sujets et peut-être à la fois de découverte, et c'est une forme de parcours. Comme je vous ai parlé de l'aire de jeu, j'aimerais bien raconter une anecdote, puisque je suis très sensible au patrimoine et tous les habitants le savent, que je refuse les permis de démolition des maisons à pans de bois, et que je souhaite que le village soit beau et préserve son histoire. Et l'anecdote, c'est j'étais encore adjoint, et donc l'église est toujours ouverte en fait. Et je savais qu'il y avait des vitraux, je savais qu'il y avait des statues à l'intérieur, etc. Donc le moment particulier, c'est que tous les samedis matins, je venais voir la maire de la commune, on faisait un petit point, voilà. Et j'ai vu 30 à 40 personnes qui étaient devant l'église. Et donc je vais les voir en leur disant, voilà, votre bus s'est arrêté là, vous devez attendre pour le restaurant à 5 km de Montier, ou d'autres, etc. Donc voilà, je discute un peu avec eux, mais ils me font, mais pas du tout. On vient spécifiquement visiter votre église. Je dis, bon, ok, bon. Et donc, je sais pas, vous êtes qui, vous venez d'où? On est l'Association nationale des conservateurs du patrimoine. Ouf. Ok. Donc, il y a une seule association, il y a en général un seul conservateur du patrimoine par département.
Et donc l'association nationale avait choisi de venir à ces fonds. Donc ils m'ont dit voilà, ils m'ont présenté le président de l'association, etc., etc. Et donc je dis mais pourquoi vous n'avez pas prévenu? Ben non, on avait juste vérifié que c'était ouvert. On a appelé la secrétaire de mairie, elle a dit que c'était ouvert. Donc je dis on vous aurait payé un pot ou je sais pas quoi. Non, on n'a pas le temps. On est des historiens, on préfère passer du temps à. Ok. Donc on fait ça. Puis d'un seul coup il dit bon, on a la personne qui va nous guider dans la visite de l'église. Ok. Et donc il me la présente. Et là, d'un seul coup, je dis, mais je connais ce nom. En fait, c'était le numéro 3 du ministère de la Culture qui avait fait, je sais pas, sa thèse ou un morceau de thèse sur l'église de Ceffonds, donc il y a de nombreuses années auparavant, une trentaine ou je sais pas combien d'années auparavant, et qui connaissait l'église, évidemment, beaucoup mieux que moi. J'ai appris qu'on était la plus grande surface de vitraux de la Haute-Marne. D'accord. Y compris des cathédrales. Ok. Je me suis dit, mais c'est quand même très très important. Si des gens de la France entière, des conservateurs du patrimoine viennent ici juste pour regarder l'église, c'est sûrement qu'il y a quand même une chose importante. Et donc depuis, j'ai fait tout un parcours. Donc on a restauré la mise au tombeau. Et donc reste le grand chantier des vitraux. Et donc on a fait une journée d'études avec des gens des éminents scientifiques de l'université de Nancy, du Louvre. D'accord. Qui sont venus et qui connaissaient aussi l'église. Voilà. Donc voilà. Et je me suis dit, ma mère, c'est ça aussi, c'est faire la promotion. Et quand les habitants me disent, mais pourquoi tu mets tant d'énergie sur les questions du patrimoine, je leur explique que c'est pour remplir tous les cafés, les hôtels de ces fonds. Mais il y en a pas. Donc en fait, au bout du compte, moi, mon énergie, c'est pour le territoire. Je me dis que s'il y a des touristes qui viennent, ils vont aller dans les communes d'à côté, dans les restaurants, dans les hôtels, et que notre territoire entier sera valorisé parce que je peux faire. Et je pense que ça, c'est tout le sens j'ai parlé des affaires communales, et ça, c'est extra-communal, et ça, je pense que c'est très, très important aussi. Et ça rejoint notre toute première question sur la question de la notoriété. Que je pense qu'il faut que chacun fasse son petit morceau de notoriété par rapport à la Haute-Marne. Elle est touchante, votre histoire, parce qu'on a l'impression qu'il faut qu'il y ait un regard extérieur pour valoriser en fait son propre territoire qui peut être méconnu, quoi. C'est sans la visite de ces historiens, est-ce que vous auriez identifié tout ça? Du coup, c'est un peu, si on peut un peu prolonger. Moi, je suis arrivé en Haute-Marne il y a 30 ans, professionnellement, donc pour travailler à Saint-Dizier. Mais j'ai toujours eu cette appétence, on va dire, par rapport à la question du patrimoine. Et donc j'ai demandé aux habitants locaux ce qu'il y avait à visiter en arrivant. Donc j'étais dans le village d'à côté. Donc j'ai changé de maison ensuite. Mais donc j'ai demandé, et donc on m'a dit, écoute, si tu veux voir du patrimoine, il y a la cathédrale de Reims, il y a Nancy qui est une belle ville, et puis Troyes. Les villes, quoi. Et donc voilà, les gens m'ont répondu ça, mais plusieurs. Et donc voilà, je me dis, mais à quel point la Haute-Marne ne sait pas se faire sa promotion. J'ai de la famille en Normandie, je vais en vacances en Bretagne. À n'importe quel habitant, on le croise, on dit qu'est-ce qu'il y a à visiter, les gens ils nous montrent tout de suite le pont, le bâtiment communal qui est dans le village ou juste à côté. Ils disent ils nous renvoient pas à Rennes ou je sais pas où. Et donc ça aussi c'est une culture qu'il faut créer. Donc voilà ce que j'essaie de faire. En fait, c'est pas tant le territoire qui est discret que les Haut-Marnais, en fait. Oui, il y a une forme de discrétion et de modestie qui pèse sur ces questions de développement. Bien sûr. Bon, la modestie est plutôt une qualité, mais il y a une double face par rapport à cette question-là, puisqu'il y a la question de laissez-nous tranquilles. Oui, je comprends. Comme ça, on est loin des institutions, comme ça, vous nous embêtez pas, nous, on fait ce qu'on vit, ce qu'on veut, et on est bien tranquille comme ça. Mais c'est vrai que du coup, c'est quand même assez complexe sur les questions justement de la vie courante. Et je pense que heureusement, la vie courante, notamment par exemple le numérique, a balayé tout ça, puisque là aussi, pour défendre la ruralité, je travaillais dans la Marne à l'époque. La Marne, c'est le Champagne, etc. Donc une grande notoriété. Et donc après, j'habitais déjà en Haute-Marne. Et donc les gens aussi ont une forme de vue étroite sur ces questions-là. Donc quand on parlait avec les gens du ministère et les gens de la Marne, ils disaient que le numérique se développait, donc il se développe d'abord dans les grandes villes, pour les gens plus intelligents, et puis les gens un peu moins intelligents, mais qui ont comme pignon sur rue, comme là les Marnais, donc avaient donc le numérique à leur portée, et puis les Hauts-Marnais, quand on pourrait, on les initierait au numérique.
Et en fait, pour l'inspection académique pour lequel je travaillais dans les bureaux administratifs, donc on a fait une enquête sur les qui utilisaient le numérique. D'accord. Et donc voilà, j'ai su. Donc à l'époque, c'était une mairie sur 4, hein, enfin il y a une vingtaine d'années. Et quand je suis arrivé en Haute-Marne, j'ai essayé de rechercher les chiffres de la même année en Haute-Marne pour une expérience équivalente. Et en fait, il y avait le double de gens équipés en numérique en Haute-Marne que dans la Marne. D'accord. Parce que tout simplement, plus excentré, plus de besoins. Bien sûr. Et donc les gens avaient s'étaient naturellement équipés. Et donc les agriculteurs, pareil qu'on dit toujours, conservateurs, etc., étaient super équipés en numérique. C'était eux les mieux équipés, puisqu'avec la PAC et tout ça, donc ils étaient équipés en numérique, ils étaient au top. Et les mairies, la plupart, étaient au top aussi. Et donc il y a une espèce de lecture administrative de la France qui va pas. Et donc du coup sur le numérique, on est donc du coup assez en avance. Et du coup même sur la fibre très en avance, puisque il y a des fonds qui sont liés au nucléaire, donc au projet de dépôt de déchets nucléaires de Bure, qui donnent des fonds à la Haute-Marne, et donc c'est ce qui fait que tous les villages de Haute-Marne sont fibrés. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mandats? En fait, maintenant, j'ai une vraie réflexion sur la question de, je sais pas s'il faut appeler ça de l'usure, mais la question de l'énergie, c'est-à-dire qu'en fait, je mets plus de 90% de mon énergie juste à préserver l'essentiel du fonctionnement de la commune, et moins de 10% de mon temps à créer des projets. Si on n'inverse pas cette question-là, je pense qu'il y aura de plus en plus de mal à trouver des élus. Et donc il y a une vraie question par rapport à ça. Et que moi je pense qu'il faut qu'il y ait une évolution qui arrive par rapport à disons je vais essayer de prendre un exemple pour être clair en fait sur la question des budgets. En fait, le budget communal, quoi qu'ils en disent, le ministère des Finances nous impose le même type de budget, qu'on habite à Paris ou à Ceffonds, c'est le même document. Sauf que à Paris et à Ceffonds, je pense qu'on n'a pas le même nombre d'agents, ni d'habitants d'ailleurs, mais ni d'agents. Ouais. C'est pas l'administration seulement, parce qu'en fait on a de la complexité par rapport à l'administration des finances, par exemple, qui dématérialise de son côté pour sa part, mais qui augmente le temps de secrétariat et le temps du maire. Puisque en fait il y a que 2 personnes souvent dans les communes qui font ça, c'est la secrétaire de mairie et le maire qui font l'essentiel des tâches administratives, et donc ils augmentent sans nous demander chaque année le travail de l'un et de l'autre. Donc la secrétaire crie au secours en disant j'y arrive plus, et le maire pareil, donc mais pour 2 raisons différentes. Mais donc du coup voilà, et ça je pense que si on n'a pas cette alerte là, c'est une vraie question par rapport à l'engagement. Donc moi ce qu'on me souhaite c'est qu'on ait des vraies évolutions par rapport à ces questions là. Et que on laisse vraiment les gens faire leurs activités, faire les projets. La ruralité, c'est 88% du territoire, 33% des habitants. Donc toutes les solutions d'avenir, c'est-à-dire la transition écologique, qu'on fasse du photovoltaïque, des éoliennes ou quoi que ce soit d'autre, on va le faire dans la campagne. Ouais, on va pas mettre des éoliennes sur les Champs-Élysées ou je sais pas où. Je veux dire, donc c'est chez nous. Donc il faut nous accompagner. Et que les moyens qui sont mis ne soient pas donnés aux métropoles en leur disant vous êtes la métropole, organisez la transition écologique sur votre territoire. C'est le contraire de ce qu'il faut faire. Si jamais on n'arrive pas à changer ça, sincèrement je verrai. L'administration locale où on a créé des grandes intercommunalités, les gens sont charmants, mais c'est des usines à gaz. C'est pas une question individuelle de l'agent ou du cadre qui a pas compris, qui travaille dans l'agglomération. C'est simplement le sujet qui va pas. Et peut-être je conclurai sur le point négatif par rapport à ça, c'est qu'en fait au bout du compte, in fine, inconsciemment ou consciemment, c'est la question de la suppression des acteurs et la suppression des communes qui est derrière. Parce que du coup quand on nous dit on n'y arrive pas, on s'en sort pas, etc. Regroupez-vous. Mais si on se regroupe, il y aura encore plus d'administration. Bah oui, puisque au bout dès qu'il y a 5 ou 6 personnes, moi on est 5 à la commune, si je me regroupe avec la petite commune d'à côté qui a un agent, au bout de 6, il faut un cadre. Donc on multiplie les niveaux et les personnes, et donc on n'y arrive pas. Donc en fait, c'est pas ça la solution. La solution, c'est redonner un peu la main aux acteurs. Donc moi,
mon avenir et ce pourquoi je milite, donc à la fois dans ma commune, mais surtout chez les maires ruraux, c'est ça. C'est je veux essayer de faire bouger les lignes par rapport à ces questions-là. Soit on respecte les gens qui habitent dans le monde rural et on leur donne des outils, on leur fait un vrai accompagnement et non pas des appels à projets. Et sinon, moi je suis vraiment inquiet, même pour l'avenir du pays en général. C'est-à-dire que si on redonne pas aux acteurs des possibilités, on a beau faire toutes les mesures gouvernementales qu'on veut, ça le fera pas. Toujours sur la même idée, sur les questions de santé. Et en fait, la question de santé, donc là, par exemple, on manque de médecins. On crée une association locale, etc. Bon, pour essayer de mettre une télécabine pour compenser un petit peu, etc. Donc on essaie de faire beaucoup de choses. Donc pareil, de toute façon vous imaginez bien. Donc voilà, je me suis retrouvé un peu à piloter ça, on va dire. Ce que je veux dire par rapport à ces questions-là, c'est qu'en fait, au bout du compte, le problématique de la santé, on a mis sur le numerus clausus qui est tombé l'an dernier. Donc suite à l'intervention, pas que de nous, mais des associations d'élus. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a dans tous les domaines des intouchables. Et moi, j'aimerais que là aussi, on ait possibilité d'accéder à ces intouchables. Et les intouchables dont je parle, c'est donc les gens dans les universités, puisque il se trouve que voilà, je connais un certain nombre de jeunes, qui sont les fils des gens que je connais. Il y en a un certain nombre dans le secteur. Et qui m'ont confirmé qu'en fait, au bout du compte, si un étudiant en médecine fait un stage ou plusieurs dans un monde rural excentré, il aura quasiment forcément une note plus basse que quelqu'un qui fait son stage en métropole. Et ça, c'est pour moi inadmissible. Pour moi, c'est des intouchables, puisqu'en fait, au bout du compte, les professeurs d'université n'ont pas d'autorité supérieure, puisque voilà, ils estiment que c'est la leur. Bon, ils ont une autorité administrative qui est le ministère de l'Éducation nationale, mais ils ont aucune autorité au-dessus d'eux. Et donc, je pense que ça, c'est un vrai problème, parce que il passe un message totalement négatif par rapport à nous. C'est chaque étudiant qui individuellement doit se battre pour aller faire un stage dans le monde rural. Et après, on se dit, oh, les maires, vous travaillez pas beaucoup. Qu'est-ce que vous avez fait déjà pour accueillir des médecins Et voilà, je veux dire, on n'est pas à armes égales. Il y en a, ils parlent devant un amphi avec des gens qui sont à cran parce qu'il faut qu'ils soient dans les premiers pour choisir leur spécialité. Et puis en face, les maires là, comme nous, on se bat comme des beaux diables, mais on n'est pas à armes égales. Et ça, je pense que enfin, ce sujet, c'est une caricature, mais il y a beaucoup d'endroits où il y a des gens qui sont des intermédiaires qu'on n'a pas ciblés et que moi je souhaite cibler. Et pour moi, ma militance, c'est ça, c'est-à-dire arriver à peser en face, avoir un autre discours, un autre éclairage, une autre analyse sur les blocages. Parce que les blocages, souvent, c'est les maires ruraux contre les politiques parisiens. C'est pas les politiques parisiens. Parce que les politiques, on discute, c'est sûr, mais à un moment, des fois, on arrive à se convaincre. Mais à un moment, il y a des intermédiaires qui, eux, ne jouent pas leur jeu, ne remettent pas en cause leurs schémas qui sont, pour moi, dépassés. Voilà, sur les regroupements obligatoires, etc. Donc je pense que c'est important de dire ça. Voilà. Ce podcast s'adresse aux citadins qui ont le projet plus ou moins flou d'aller s'installer en milieu rural. Voyez-vous une arrivée de nouveaux habitants depuis le Covid en particulier ou même avant, ou ça n'a rien changé? On a toujours été un petit peu sous pression immobilière, puisque c'est vrai qu'on est à 10 km du lac, à vol d'oiseau, on est à côté du centre-bourg de Montier-en-Der qui est à ses côtés. Donc on a toujours au niveau immobilier, on n'a jamais eu trop d'immeubles non vendus. Mais c'est vrai que depuis ces 2 dernières années, on a quand même une augmentation réelle en fait des gens qui arrivent. Et notamment dans un secteur du village, justement un des 2 petits villages dont je parlais tout à l'heure, qui sont partie intégrante de la commune. Donc il y arrivait 5 familles en 2 ans. Bon, c'est parce qu'il y avait des maisons disponibles, tout simplement. C'est juste. Et non, si, on sent vraiment ce sujet-là, et je trouve que c'est bien, puisque pour l'instant, on n'a pas de retour négatif, et la commune, depuis 5-6 ans maintenant, mis en place donc une cantine le midi, de la garderie avant et après l'école, pour permettre à tous les gens, même en télétravail, de pouvoir faire des vraies journées. Donc tout ça, c'est plutôt positif, et je pense qu'on est comme beaucoup de régions de France, du coup, tout à fait en capacité d'accueillir des gens encore. D'accord. Je vois pas mal de territoires qui
me disent qu'il y a des quantités hallucinantes de postes, là, de salariés, là, pour le coup, alors pas forcément dans leur village évidemment, mais dans le coin. Est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce qu'il y a des postes non pourvus, des entreprises qui ont du mal à recruter? Oui, il y a des postes non pourvus qui existent. Donc il y a plusieurs types. Donc la Haute-Marne est très verte, mais aussi donc sa proximité de la Lorraine fait qu'elle est très industrielle. Ouais. Notamment le Nord Haute-Marne, et donc il manque des postes, mais qui sont des postes pas forcément de très haut niveau de diplôme, mais par contre qui demandent une grande technicité dans les fonderies, et qui sont des travaux assez durs. Mais pour les avoir visités souvent, les gens sont énormément fiers de montrer leur travail dans les fonderies, parce que c'est quand même c'est quand même c'est à la fois dur, mais gratifiant. Je pense que c'est vraiment des métiers très très intéressants, mais par contre effectivement il y a une vraie difficulté de recrutement sur un certain nombre de postes. Et donc comme toutes les régions avec le lac un peu touristique, il y a aussi vraiment tous les postes liés au tourisme, cuisiniers, serveurs, etc., qui sont aussi disponibles. Comme partout, voilà. Il y a aussi la façon d'appréhender les sujets qui est pour moi pas forcément bonne, dans la mesure où j'entends, et là depuis du coup 20-30 ans, que en fait les gens prennent pas les postes parce que leurs conjoints ne trouvent pas de travail. Et donc les deux solutions, c'était la caricature donc du mari ingénieur, donc dans la femme bien qui est ingénieur aussi peut-être, etc. Mais voilà, qui suit. Et donc il faut qu'on s'occupe de cette question-là. Et comme c'est des gens d'un niveau culturel élevé, il faut aussi faire une programmation culturelle qui leur va bien. Moi, je trouve que c'est des schémas qui sont complètement dépassés. Déjà par rapport à la structure familiale qui est différente, avec le télétravail, et donc il faudrait prendre complètement les choses autrement. Et là on se met à un handicap qui n'existe pas, qui pour moi n'existe pas. C'est la conversation juste avant des gens qui arrivent. C'est que ces gens-là ils se posent pas ce type de questions-là. C'est simplement qu'ils essaient de voir comment s'organiser. Mais le comment s'organiser, c'est que l'un des deux soit en télétravail, que l'autre pas d'imposte, etc. Enfin, je veux dire, c'est des questions qui pour moi n'existent pas. Donc on se met de la pression sur la diffusion culturelle ou sur des postes typés féminins ou je sais pas quoi, qui pour moi n'existe pas. Et donc je pense on est disons un peu deux clans sur cette question-là. Il y a le clan des gens qui veulent faire comme avant, donc voilà, il faut créer des postes, il faut faire attention aux femmes qui arrivent, etc. Moi j'en suis pas. Moi je pense qu'il faut au contraire ce que j'ai essayé de faire dans ma commune et qui pour l'instant n'a pas marché. Pour des longueurs administratives, on va dire de l'organisation de l'agglomération, mais c'était donc dans les mairies par exemple, il y a la salle du conseil là où on est, qui sont disponibles à longueur d'année, et où il y a du numérique, la fibre dont j'ai parlé, et donc qui sont disponibles. Et donc en fait il suffirait que n'importe quel travailleur indépendant, ça peut être un travailleur indépendant qui habite à 150 km et qui vient, je sais pas, qui est sur un chantier ou sur n'importe quelle démarche professionnelle, ou tout simplement un habitant du village qui lui aussi ne souhaite pas télétravailler de chez lui, ce qui est compréhensible parce que même dans les maisons de campagne où il y a plus de pièces qu'en ville, mais il y a quand même tout un tas d'autres personnes qui vivent, et donc ça pourrait être des lieux qui pourraient être mis à disposition en permanence par rapport à ces questions-là. Et donc pour moi c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et il faut créer des nouveaux espaces où les gens puissent télétravailler, où les gens puissent s'installer et être bien dans leur village, bien dans leur secteur. Est-ce que vous auriez envie de leur adresser un message à ces auditeurs qui se posent la question, qui cherchent peut-être un territoire d'ailleurs, ou s'installer, un territoire rural, s'installer? Est-ce que de votre expérience de maire, ou de votre expérience personnelle, vous auriez envie de leur adresser un message? Le message est très simple, c'est la question de la qualité de vie. La qualité de vie et qui se décline dans beaucoup de niveaux. Pour moi, le seul handicap pour les gens qui viendraient, c'est de se dire qu'ils changent de domicile, mais pas de vie. Et en fait, il faut être prêt à changer de vie. Pas à tout, puisqu'on va garder, si c'est en télétravail, on va garder son travail, ou on va faire un travail similaire. Donc ça le fait. Par contre, sur changer de vie, on va avoir plus d'espace,
Donc on découvre le jardinage. Et vraiment, il y a cette notion d'espace qui fait que, par exemple, pendant le Covid, c'est que pour moi, mais c'est pas valable pour énormément d'habitants dans tous les villages. Voilà, moi j'ai fait 100 mètres, je suis dans les champs. Ouais. Et je fais même pas 2 kilomètres, je suis dans les bois. Et donc, sincèrement, la respiration, à la fois intellectuelle, par rapport à ces questions-là, est très très importante. Il y a pas de délai de route, parce que le délai de route, on l'a pour le travail, mais par contre pour le reste, on l'a pas. Donc, on peut aller en vélo, faire toutes ces courses, pharmacie, médecin, même, etc. Tout peut être fait à proximité. Donc, je pense qu'il y a une vraie qualité de vie. Et puis peut-être ce qui est nouveau et mais du coup aussi dans un certain nombre de villages, mais peut-être particulièrement dans le mien, j'ai donc depuis 2 ans on a fait ce qui s'appelle la trame verte et bleue, le diagnostic de la biodiversité. Et dans ce cadre-là, on a bénéficié d'un dispositif du conseil régional. Et donc on a créé donc un verger communal, donc avec des arbres fruitiers. D'accord. Ça doit être 415 arbres fruitiers qui ont été plantés sur la commune, qui étaient dans les années 1950. Un gros producteur de fruits. Ah oui. Donc on a fait ça et donc on recréé 3 km de haies et créé 7 mares pour les batraciens, etc., les oiseaux, pour que les oiseaux puissent boire. Voilà. Okay. Et ce que je veux dire, c'est que tous les gens qui arrivent, ils peuvent à la fois faire leur petit jardin, mais à la fois ils peuvent aussi s'impliquer dans des projets de ce genre, puisque un verger, son verger, il faut qu'on aille l'entretenir, parfois simplement le regarder pour voir s'il y a des maladies dans les arbres, etc., etc. Donc il faut aussi des habitants qui puissent s'impliquer dans ces questions-là. Et là, on est quand même un certain nombre à gérer ce genre de politique publique et donc à offrir ça aux habitants. Et d'ailleurs, on voit que quand on a planté les arbres nous-mêmes en fait avec les habitants. Donc et il y avait quand même un certain nombre de personnes, soit en résidence secondaire, dont on sent bien qu'ils vont venir un peu définitivement. Et donc il y avait autant que d'habitants du village d'origine, on va dire. D'accord. Et puis peut-être il y a aussi la question de la proximité, le fait qu'on ait une petite école de 3 classes. Par exemple, ça c'est très très intéressant. Enfin, ce que me disent tous les parents et du coup nouveaux ou même habitants du village qui ont grandi et sont restés là. C'est cette proximité, donc avec l'équipe de l'école et même de la mairie. En fait, c'est facile de traverser, de me voir ou de voir un conseiller ou adjoint pour dire voilà, à l'école j'ai vu ça, est-ce qu'on pourrait pas faire ci, faire ça. Et donc du coup il y a quelque chose d'un peu d'humain et de rapide qu'il y a dans les villages et qu'il n'y a pas du tout enfin il y a des coopératives scolaires, y compris dans les villes, je veux dire, mais il y a quand même un lien un petit peu facile et rapide en exécution par rapport à qui n'est pas ailleurs. C'est ce que j'appelle donc la qualité de vie dans nos villages. Merci, Eric. Merci à vous. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérez des invités, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.